Round. Le second round, il va en être question Bezrat Hashem dans une semaine. Ce premier round va nous mener depuis 1882-84 jusqu'à la date où pour la première fois le professeur Hermann Shapira a émis l'idée de fonder cette université, encore au congrès de Chibat Zion, c'est-à-dire bien avant le premier congrès sioniste. Ensuite, ça a été redit au premier congrès sioniste, et jusqu'en plus ou moins 48. 48, et dans une semaine... Non, c'est pas chez moi. C'est la même sonnerie. Et dans une semaine, ce sera après 48. Mais lorsque je suis revenu sur les notes et sur les fichiers et sur les livres qui parlent du rôle de cette université il y a dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, c'est sidérant de voir la similitude avec aujourd'hui. C'est-à-dire, si on échangeait les dates et on disait on changeait légèrement quelques noms en disant qu'il ne s'agit pas de l'année 42 ou 37 ou 39, mais de 2017, 2015, 2013, vous n'auriez ressenti aucune différence véritablement significative. Pour faire le lien avec ce qu'on a vu il y a 2 semaines, je voudrais citer un dialogue à bâton rompu entre Ben Gurion et Martin Buber. Vous savez, Ben Gurion voulait de temps en temps mobiliser la classe intellectuelle, la classe pensante, les professeurs, à l'œuvre sioniste. Pourquoi ? Parce qu'il sentait qu'une fois chaque étape passée, eh bien, le niveau de conviction, le niveau idéologique, eh bien, s'estompait un peu, eh bien, laissait à désirer. Donc, il fallait, renouveler un peu, réalimenter, dynamiser effectivement, le cœur, l'esprit sioniste, et pour cela il voulait chaque fois mobiliser les écrivains, les professeurs, et il était chaque fois déçu. Bien qu'aujourd'hui il n'est pas question, on ne parle pas des années 50. Là je voudrais mentionner un débat qui a eu lieu au début des années 50 entre Buber et Martin Buber et Ben Gurion. Buber, qui parle de ce qui le préoccupe, c'est la question suivante: est-ce qu'on a encore un pourquoi? Aïm yesh lanu lama. Celui qui le cite, c'est Tom Segev dans un livre 1949. D'ailleurs, en passant, j'ai pris sur beaucoup de livres et pour concocter ce cours. L'essentiel, je le cache pas, c'est encore une fois le livre de Yoram Chazoni, The Jewish State, The Struggle for Israel's Soul. Autre des livres de Tom Segev, une édition très poussée de Théoria Bebikoret. C'est un ouvrage très post-antisioniste qui est publié par le Machon Van Leer. Et il y a 15 ans, je faisais des recherches à ce sujet. Alors, tout un ouvrage de centaines de pages sur le post-sionisme, etc., etc. Il y avait des choses là-bas très, 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 très intéressantes. Et le livre de Ehud Luz, professeur Ehud Luz, Ma'avak al-Nachal Yabok, combat sur la rivière Yabok de Yaakov, sur l'éthique morale, l'éthique militaire sioniste, juive en Israël, et les différentes approches, et beaucoup d'autres sources. Mais bon, on commence avec Buber. On parle beaucoup de délivrance, de Géoula. Délivrance de la terre, délivrance du labeur, même délivrance du juif. La racine de cette notion est ancrée dans la foi
Mais nous, on a retiré cette racine de la foi pour l'appliquer à d'autres sphères. On parle de Géoula, de la terre, mais on a à l'esprit transformer cette terre en terre juive. Mais terre juive, au nom de quoi? Il s'adresse à Ben Gurion. Ben Gurion répond: une terre juive pour faire sortir du pain de la terre. Buber: au nom de quoi? Ben Gurion, qu'est-ce qu'il répond? Bishilechol. Dans les années 50, c'est pas évident, ça va pas de soi. Bishilechol. Pour manger. Martin Buber: au nom de quoi? Pourquoi manger? Ben Gurion: Dai! Maspik! Assez! Il pose des questions qui n'ont pas de réponse. Ça ne lui suffit pas de faire sortir du pain de la terre, ça ne lui suffit pas pour l'indépendance. Ça ne lui suffit pas, encore, ça ne lui suffit pas pour la délivrance du peuple juif. Ça aussi, ça ne lui suffit pas. Et pourquoi toutes ces questions? Martin Buber, c'est une question aussi qu'on peut poser, c'est une question qu'on peut aussi poser. Et Ben Gurion, avant tout, il faut construire l'État juif. Et on voit qu'il y a ici pas seulement deux mondes, pas seulement une controverse entre une personne de ce monde pratique, concret, bâtisseur, qui donne des réponses tachles aux questions qu'on lui pose. Ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, une personne qui est préoccupée de la vocation, du but, de toutes les choses. Mais qui amène cela à un tel absurde qu'il n'en reste de tout cela qu'une vision essentiellement utopiste. Et qui oppose à cet idéal très réalisable, très concret de Ben Gurion, qui tient tout simplement à nourrir son peuple, à défendre son peuple, à sauver son peuple. Tout cela, Martin Buber le laisse de côté, et la seule chose qui le préoccupe, c'est le Shem Ma. Le Shem Ma. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Maintenant, c'est une bonne question. C'est une très bonne question, et c'est pas pour rien. Et ce débat, il est initié pas par Buber. Cette controverse, c'est pas la première, c'est pas la dernière. C'est initié par David Ben Gurion, qui est d'ailleurs plus ou moins le seul à être capable de leur tenir tête. À toute cette pléiade d'intellectuels et de professeurs, on va en parler. Et qui les invite chaque fois, à ce duel, à ces joutes, essayant de les mobiliser, parce qu'il sait leur influence, il connaît leur influence, invraisemblable. À court, à moyen et certainement à long terme. Mais ce n'était qu'une introduction pour cerner un peu les pôles du débat duquel on va parler cette fois et dans une semaine. 50 ans avant ce débat, Herzl dit, après avoir fait de Martin Buber le rédacteur en chef de Die Welt, de son comment dire, chauffard du mouvement sioniste, il dit: je me sens avoir été trahi par mon frère. Et il diagnostique par un verdict où il dit que Martin Buber est définitivement perdu à la cause sioniste.
il est perdu pour le sionisme. On l'a vu quand on a parlé de Echad Ha'am, qu'effectivement, ils étaient au congrès de Minsk, et Echad Ha'am, eh bien, il appelait à la scission, il appelait à la redéfinition du sionisme, à la fondation d'une organisation alternative à l'organisation sioniste, et appelait les gens à quitter le mouvement sioniste. Les membres les plus célèbres de cette faction démocratique, c'était Martin Buber, et le second c'était Chaim Weizmann. Mais au sujet de Chaim Weizmann, Herzl était plus nuancé. Il a dit, Weizmann peut être regagné. Weizmann, il est récupérable. Il peut faire tchouva. Effectivement, après 10 ans de retraite scientifique, sans et avec guillemets, où il a consacré cela à faire son doctorat, à faire des recherches, à patenter plein d'inventions, etc., en chimie, à Berlin, en Suisse, et ensuite il a été invité à Manchester. Après avoir entièrement délaissé la scène sioniste, alors que la fraction démocratique est tombée en miettes, il n'en restait rien, il n'y a pas de parti démocratique, elle a existé à peine 2 ans. En 1914, il réintègre la scène sioniste à Londres, là où véritablement l'avenir du mouvement sioniste va être décidé. Et il rencontre toutes ces personnes dont on a fêté le centenaire: Balfour, Lloyd George, Milner, Herbert Samuel, qui est à l'époque ministre de l'Intérieur. Toutes ces personnes qui ont soit lu Herzl, soit l'ont personnellement connu. Lloyd George, qui va devenir Premier ministre en 1916, eh bien c'est l'avocat personnel de Herzl. Un peu plus de 10 ans avant. Lord Balfour, il a lu l'État juif du Judenstaat. Herbert Samuel de même. Il est juif, Herbert Samuel. Il s'appelle Eliezer. Le Rav Kook l'appelle Eliezer, il ne l'appelle pas Herbert. Et Chaim Weizmann opte pour la diplomatie, une méthode qu'il a bafouée, qu'il a dénigrée, quand Herzl en était l'apôtre, en 1902, 1903. On doit éveiller des cœurs, je vous rappelle. C'est de ça qu'il parlait. La diplomatie ne nous amènera nulle part. Et là, tout d'un coup, il fait œuvre, le même Chaim Weizmann, 10 ans après la disparition de Herzl, il épouse cette technique et on devient véritablement le grand maître dans l'organisation sioniste, le grand maître de la diplomatie. Maintenant, il rencontre le 10 novembre 1914, il rencontre Herbert Samuel. Herbert Samuel qui, bien entendu, en tant qu'un des porte-parole de la politique de la Grande-Bretagne, eh bien, il est naturellement intéressé à rajouter parmi ses alliés aussi le peuple juif, dont l'influence tout d'un coup devient très très appréciée de tous les côtés, chez tous les partis. Et il demande à Chaim Weizmann, mais dis-moi, en tant que sioniste, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que répond Chaim Weizmann?
Je veux quelque chose qui ressemble à Monaco, mais avec une université au lieu du casino. Agnien. Aliyah, oui. État, non. Non, on ne parle pas d'État. Université, certainement. Herbert Samuel, lui qui a lu Judenstadt, lui qui a lu visiblement Alt-Neuland, il dit, regarde, sorry, Chaim, are you beseder? Moi je pensais que tu dirais, tu mentionnerais peut-être des routes, des chemins de fer, des écoles, le temple, Beth Amikdash. Il parle de tout le monde à l'époque, parle du temple. On va Bezrat Hashem en parler. Vous ouvrez Herzl, vous voyez le temple. Vous ouvrez Boris Schatz, Yerushalayim Abnouya. Boris Schatz, le fondateur de Betzalel. Il parle du temple. Tout le monde parle du temple. Herbert Samuel parle du temple. Ça va de soi. Ça va pratiquement de soi. Chaim Weizmann, vous savez, c'est pas très confortable de trouver dans le gouvernement britannique des gens qui sont beaucoup plus sionistes que toi. Mais chose intéressante, déjà au centre de cette future autonomie, ou je ne sais pas comment appeler, foyer, etc., juif, qu'est-ce qui se trouve? Il se trouve l'université. L'université qui n'existe pas encore, d'ailleurs. On parle peut-être. La décision a été prise au premier congrès de Chibat Zion à Katowice 1884, au premier congrès sioniste en 1897 à Bâle, mais psed. Pour faire une université, il ne suffit pas de décision, il faut de l'argent. On va en revenir. Ken? Top? En 1919, à la conférence après la Première Guerre mondiale et sur le partage des terres débattues entre les Alliés à Paris, eh bien Weizmann, il parle d'Aliyah, il parle d'hébreu, il parle d'école, il ne parle pas d'État. Il ne parle pas de Aliyah en nombre, de masse. 10 000 par-ci, 15 000 par-là. À l'époque, c'est beaucoup. Il voit qu'il y a un problème avec la Aliyah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fonds. On n'a pas les moyens pour accueillir les olim. Donc on s'adresse même, les premiers à s'adresser véritablement pour réduire la Aliyah. C'est difficile à l'admettre, mais ce n'est pas les Britanniques. C'est nous qui leur demandons de réduire, de contenir la Aliyah, parce que nous, on ne peut pas demander une chose pareille. Mais pourquoi est-ce qu'on demande? Parce qu'on n'a pas les moyens d'accueillir les olim. Okay? Est-ce que ça et l'université, ça n'est pas une vision un petit peu élitiste de la Aliyah? Non, c'est deux choses différentes, parce que les gens qui viennent, c'est pas les élites qui viennent. Parce que ceux qui viennent, il y a 3 groupes de gens qui viennent. Il y a ceux qui ont les moyens, alors ils sont hors quota. Ça, c'est après qu'il y ait quota, en 1922. Il y a ceux qui sont hors quota et qui n'ont pas de problème. Aucun côté, ils viennent, ils achètent, ils construisent, ils commencent à travailler, ils commencent à investir, etc., etc., pas de problème. Il y a ceux qui les soutiennent, qui n'ont eux-mêmes pas les fonds, mais qui ont des proches en Eretz Israël qui peuvent les soutenir. Et il y a ceux qui sont sans un sou,
ou qui ont un peu d'argent et qui ont besoin de soutien institutionnel pour subvenir à leurs besoins. C'est eux qui sont véritablement le principal, je ne vais pas dire fardeau, mais qui pose des problèmes. Donc, il ne veut pas une petite alia. Au contraire, Weizmann, à ce niveau, c'est une personne très pratique. Il n'est pas du tout utopiste, comme on l'a vu avec Buber. Non, lui, il est scientifique, empirique. Il veut qu'il y ait une alia, mais ce n'est pas un visionnaire comme Herzl. Il veut qu'il y ait une alia à laquelle on peut garantir un minimum. Un minimum. Maintenant, l'université, c'est véritablement élitiste, mais c'est pas ainsi que Weizmann le voit. On va voir, il y a une très très grande controverse entre Weizmann et ceux qui vont tenir la tête de cette université pendant 100 ans, jusqu'à nos jours. Pendant 100 ans, Weizmann a essayé de lutter contre eux, c'est-à-dire que lui, il met l'université au centre de sa vision sioniste. Mais c'est une université au centre d'une vision sioniste. Même si ce n'est pas un sionisme herzlien, même si c'est un sionisme qu'on dit synthétique, parce qu'il intègre le sionisme pratique de la colonisation, d'encore une implantation, d'encore quelques dunam, et le sionisme diplomatique, politique de Herzl, etc. Mais c'est un sionisme. Ce qu'on va trouver à la tête de l'université hébraïque, avant même qu'elle soit fondée, n'a rien à voir avec le sionisme. Rien à voir. Rien à voir. Maintenant, mais je veux y arriver petit à petit, pas à pas. Weizmann, dans sa vision pratique, il comprend que s'il veut garantir une alia qui soit un peu plus de masse, il doit avoir les fonds. Il doit avoir des fonds. D'où est-ce qu'il va obtenir les fonds? Des juifs. De quels juifs? Les juifs les plus assimilés. Des juifs les plus assimilés, les plus intégrés, et très souvent les plus riches, de l'Angleterre et des États-Unis. Et alors, pour eux, il dit, écoutez, Sion n'appartient pas qu'à des sionistes. Sion appartient à tous les juifs. Vous pouvez vous identifier à notre œuvre, vous pouvez vous identifier à notre œuvre de manière comme une œuvre humanitaire, d'entraide, comme vous envoyez des millions et des millions de fonds pour établir les Juifs à Birobidjan, pour aider à l'intégration des Juifs dans l'Union des républiques soviétiques socialistes. C'est très joli. Pour les intégrer, je ne sais pas, dans les colonies en Crimée. Et vous envoyez des dizaines et des dizaines de millions. Joint, où est-ce qu'il a commencé à œuvrer? Avant tout, l'Union soviétique. Vous comprenez? Alors, peut-être que vous enverrez de la même manière. Vous pouvez un peu soutenir vos frères en Palestine, là maintenant. Et puis il y a plus que ça. Vous pouvez aider, pas seulement à quelque chose de chesed, vous pouvez aider à la fondation d'une université. L'université, vous êtes d'accord? Vous parlez de la vocation juive, d'égalité, de monothéisme, de fraternité, eh bien, il faut donner à cela une voix. Quel meilleur endroit pour donner voix que Jérusalem? Soutenez l'université. C'est très populaire. Même plus que cela. L'université peut être présentée comme une alternative à l'État. Vous pouvez pas... Vous devez contrer ces sionistes politiques.
vous devez contrer Jabotinsky, vous devez contrer Ben Gurion. Qu'est-ce que vous leur opposez? Vous ne pouvez pas simplement opposer à leur vision votre fortune, non? Qu'est-ce que vous faites avec votre fortune? Vous devez leur présenter une alternative idéologique, cohérente, fondée. Leur position, elle est très cohérente. On sauve le judaïsme, on sauve les juifs par l'État. Vous devez leur dire, on sauve le judaïsme par l'université. Le judaïsme, c'est l'universalisme. C'est pas le particularisme étatique. Le judaïsme, c'est quelque chose qui porte à tout l'univers, qui parle anglais et allemand, pas hébreu. Au propre comme au figuré. C'est Weizmann qui dit ça? Pardon? C'est Weizmann qui dit ça? Weizmann, c'est un diplomate. Il sait les arguments, c'est pas sa position. C'est pas sa position. Mais il sait que pour les convaincre, pour faire amener les fonds à l'université hébraïque, la première personne qui doit y donner une conférence alors que rien n'est encore construit, c'est Albert. C'est Albert Einstein. Et tous les autres professeurs, ils doivent être sur la théorie de la relativité. Et tous les autres professeurs, ils doivent être plus ou moins... Prix Nobel, c'est le minimum. Des juifs bien pensants, des juifs bon ton. C'est ceux, par exemple, qui est-ce qui est là-bas? Où est-ce qu'il faut ça un petit peu? Tiens, je vais amener la liste de tous ceux qui sont soutenus cette université. C'était véritablement une liste du degré de Albert Einstein et de son orientation politique. Il faut savoir qu'il était, Albert Einstein, lorsqu'on lui a posé la question pendant la Première Guerre mondiale, il était pacifiste, il était contre la Première Guerre mondiale. Pardon? Oui, c'est une bonne question. Bon projet Manhattan, pour la deuxième, il l'a préparé. Mais pendant la première, alors on peut dire, vous êtes aussi sioniste, vous êtes nationaliste. Comment est-ce que c'est conciliable? Nationalisme et pacifisme, oui, mais le sionisme, pour moi, c'est un nationalisme unique. C'est un nationalisme pacifique. C'est un nationalisme qui est dénué de prétentions militaires, d'agressivité, etc., etc. Bon, ça, c'était Albert Einstein. C'est-à-dire, vous comprenez que cette université, elle était présentée en ces termes comme une position idéologique en soi. L'organisation, l'agence juive pour Eretz Israël, qui a été fondée en 1929, comment est-ce que son corps dirigeant était formé? D'un côté, c'était par élection, une moitié était élue par des élections, où les juifs, l'autre moitié intégrait des juifs que Chaim Weizmann appelait non-sionistes et qui véritablement étaient anti-sionistes. Ils étaient anti-sionistes, c'est-à-dire on voit pourquoi est-ce qu'il lui importait, pas parce qu'il était anti-sioniste lui-même, mais parce qu'il comptait sur leurs fonds pour aider
entre autres, à intégrer les Olim Khadashim, à fonder l'université, à bâtir des maisons, des routes, construire, etc., etc. Mais, dans cette position, il est allé trop loin. Il est allé tellement loin que Jabotinsky, dès le début des années 20, et Ben Gurion, au milieu des années 20, 25-26, les deux, chacun à sa manière, ont compris que l'organisation sioniste, tant qu'elle était dirigée par Chaim Weizmann, ne servait plus les buts du mouvement sioniste. Elle était devenue tellement diluée, tellement parvée, que de cette manière incrémentale, de cette manière du petit à petit, eh bien, on pouvait attendre encore 100 ans jusqu'à ce qu'il y ait ici majorité juive, jusqu'à ce qu'il y ait institution, État, etc., etc. Et c'est pour ça que les deux, tant Jabotinsky que Ben Gurion, ont décidé de créer une alternative, de fonder une alternative. Jabotinsky avec la génération Beitar et avec le mouvement révisionniste à Tzohar. Ben Gurion avec la Histadrut, avec le parti travailliste, avec l'union des partis travaillistes sous la forme du Poalei Tzion Poel Hatzair, sous la forme de Mifleget Poalei Eretz Israël, Mapai, fondée en 1930 et qui prend le pouvoir de fait en 1935 dans la Sanchdout, dans l'agence juive, et qui obtient la majorité à l'organisation sioniste. Pourquoi ? Parce qu'il comprend qu'il faut faire récupérer l'organisation sioniste et le mouvement sioniste et lui réinsuffler l'esprit sioniste, que Jabotinsky immédiatement appelle État, que Ben Gurion va appeler État à la décision Biltmore en 1942, mais les deux comprennent qu'il faut accélérer les choses, qu'il faut un peu, comment dire, retravailler, retaper sous ça, parce qu'avec les compromis à la Weizmann, ça va aller nulle part. Weizmann n'est pas un visionnaire. Sa politique, c'est empirique, du pas à pas. Il faut de l'argent, eh bien on s'adresse à ceux qui ont de l'argent, mais ils sont pas sionistes, peu importe. Pardon ? Oh, très bonne question. Très bonne question, très bonne question. La réponse de Herzl, la réponse de Jabotinsky, c'est parler au-dessus des têtes. Parler grand, parler haut. Vous comprenez ? Parce que je peux vous donner un exemple concret. Un exemple très concret. Chaim Weizmann, déjà en 1914 et 15, il s'est adressé à l'establishment britannique, réformé, assimilé, pour essayer de le gagner à la cause sioniste. Qu'est-ce qu'il a obtenu ? Gurnisht mit Gurnisht. Il a obtenu qu'ils ont tous, qui se sont mobilisés, acheté une page du London Times pour publier là-bas un article où ils disent que le judaïsme n'a rien à voir avec le sionisme, que nous avons cessé depuis notre exil à être une nation et n'avons aucune intention de le redevenir. C'est ce qu'ils ont écrit. Ceux qui ont écrit cela, c'est des gens avec lesquels Chaim Weizmann a mené des négociations plus de 2 ans. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que c'était la politique du possible. Theodor Herzl, Binyamin Zeev Herzl, Jabotinsky et certainement le Rav Kook et en très grande partie Ben Gurion menaient la politique du désirable, pas du possible. Vous comprenez ? La politique, ils avaient une vision. Personne ne pensait à un État en 1995. Qu'est-ce que j'ai dit ? En 1895. Herzl a dit Judenstadt. Ouah, Judenstadt. Tout d'un coup, ça inspire. Tout d'un coup,
ça redessine les lignes directrices et les lignes frontières de la réalité. Tout d'un coup, ça conquiert l'esprit. Parce que ce qui bâtit véritablement l'État, c'est ce que dit Herzl. Quand il écrit sa phrase, sa célèbre phrase, « À Bâle, j'ai fondé l'État juif », on sait tous citer ça, mais il y a une suite. Je sais que on en a parlé il y a un an, il y a 2 ans. Ils disent, l'État, il continue à dire ça, avant tout une abstraction. Abstraction. C'est quelque chose qui existe dans la tête, dans la conscience. Une fois que tu l'as bâti dans la conscience, eh bien, c'est qu'une histoire, une affaire de temps, que ça se réalise dans la réalité. À Bâle, j'ai planté la conscience. Vous comprenez? Dans les esprits. Weizmann, c'était pas cela. Weizmann, c'était un inventeur de l'acétone. C'est quelqu'un à faire ici des cellules, etc., et ensuite aller inscrire les patentimes et comment on dit patent, non? Les brevets, Toda. Et ensuite, etc. C'est très important, mais ce n'est pas du calibre, ce n'est pas un prophète. Vous comprenez? Herzl, c'est un prophète. Et c'est pour ça que Jabotinsky et Ben-Gurion, ils le quittent. Jabotinsky quitte la direction du mouvement sioniste et Ben-Gurion, il le conquiert. Il la conquiert, la direction, pour finir. Et Ken. Alors, finalement, le différent était stratégique ou idéologique? Qu'est-ce qu'on pense de... Il était stratégique et dans un certain point, il était aussi idéologique. Parce que là, la stratégie, elle porte aussi sur l'idéologie. Vous savez, parce que finalement, qu'est-ce que disait Echad Ha'am? Il disait, moi aussi je veux un État. Mais avant cela, je veux l'esprit. Qu'est-ce que disait Herzl? Moi aussi je veux l'esprit. Il disait, le sionisme c'est un idéal infini. Mais avant, je veux l'État. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'ordre des choses, ici, c'est plus que la stratégie. C'est plus de la diplomatie. L'ordre des choses, c'est de l'idéologie. C'est qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce qui, finalement, au niveau prioritaire, doit prendre à ce moment précis des choses? On ne parle pas de 2017, on parle de 1940, on parle de 1917. Qu'est-ce qui doit avoir l'avantage? Le sauvetage, le salut du corps ou le salut de l'esprit? Oui, Yichalel Shabbat Echad. Oui, les Chalel Shabbat Echad pour sauver quoi? Tu sauves quoi quand tu enfreins une Shabbat? Tu sauves un juif. Tu sauves son corps, tu vas lui acheter des médicaments, tu l'amènes à l'hôpital. Pour sauver son cœur, son corps, son foie, je ne sais pas. Ensuite, il va faire Kayem Shabbatot Arbe. Ensuite, mais avant, tu sauves son corps. Tu ne méprises pas son corps. Idem pour le peuple juif. C'est ce que disait. Et c'était le différent entre Herzl et entre Echad Ha'am. Weizmann, c'était pas véritablement un idéologue. Vous comprenez? C'est pour ça que parler de différents idéologiques entre Weizmann et Herzl, c'est lo shayach. C'est pas parce que Weizmann, c'est un scientifique. Les scientifiques ont une vision parfois. Une vision scientifique? Oui. Une vision un peu de. Qu'est-ce qui est. On appelle cela le sionisme synthétique. Qui a inventé ce terme? Weizmann. Pas parce que en science il étudiait les tissus synthétiques. Il faisait. Mais parce qu'effectivement, il prenait un peu de ci, un peu de ça, un peu d'autre chose, etc. Pour lui, le sionisme, il fallait aussi pratique, aussi politique, aussi diplomatique et aussi avec les antisionistes. Il fallait un peu de tout. C'est quoi ton sionisme? C'est de la salade.
Mais on peut dire, c'est comme ça qu'avance un gérant. Il est plus un gérant qu'un visionnaire. Vous comprenez? Un gérant, un gérant de très 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 grande classe, d'une classe invraisemblable, mais qui n'était pas un visionnaire. Lisez ses livres, c'est pas une vision qu'il a. C'est pas une vision, c'est comment ménager les Anglais et comment, etc. Vous comprenez, les Anglais ont fait volte-face sur la déclaration Balfour en 1922, presque en 1939, et lui, il était encore là à essayer de convaincre, non, on doit coopérer. Pour finir, il a été mis sur la touche, laissé sur la touche, parce qu'il était prisonnier de la réalité. Et lorsque la réalité est devenue antisémite complètement, il ne pouvait pas s'en libérer. Il ne pouvait pas s'en extirper. Il était prisonnier de la réalité telle qu'elle. Vous comprenez? C'est très pertinent avant Hanouka. Il faisait partie du Brit Shalom? Non. Non, parce que les Brit Shalom, ce n'était pas non plus la réalité. Eux aussi, ils étaient complètement idéologues. Ils n'avaient aucun rapport avec... On va en parler. Non, lui, il n'était pas Brit Shalom. D'autres étaient Brit Shalom. On va en venir, l'association pour la paix. On va en venir, mais pas Chaim Weizmann. Lui, il était un praticien. C'était quelque chose de très synthétique. Tov. Maintenant, mais on voit que cela dit, même chez lui, l'université hébraïque occupait une place centrale. Il faut noter quand même que pour lui, dans l'université, quel était le premier institut pour lequel il a récolté des fonds quand même? Sciences, chimie. C'est-à-dire que l'essentiel dans cette université, il voyait son but dans quoi? Bâtir des routes, je ne sais pas, en médecine, inventer des médicaments, parfaire et améliorer la condition de vie des pionniers et des juifs d'Eretz Israël. Il ne voyait pas l'essentiel dans la faculté de la philosophie. Ni les lettres, ni l'histoire, ni, je ne sais pas moi, métaphysique. Non, ou autre chose. Mais il voyait un apport essentiel au sionisme dans l'université hébraïque. Tov. Ça ressemble pas un petit peu aujourd'hui le fait que les mouvements font appel au fond de mouvements antisionistes aujourd'hui. Qui viennent d'où? Les fonds qu'on récolte de l'Europe et de... On va y venir. On va y venir. L'idée, je répète, l'idée de l'université est née très 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 jeune. Très tôt. Très tôt, 1882-1884. 1884, c'est le premier, ce n'est pas un congrès, c'est une réunion demi-clandestine des amants de Sion, où ce professeur mathématicien de Heidelberg, il s'appelle professeur Shapira, qui émet cette idée. Bien entendu, tout le monde est emballé, mais rien n'est fait. Ensuite, elle est répétée en 1897 à Bâle. Bien entendu, tout le monde est emballé, mais cela ne suffit pas. Et l'université est finalement fondée en grande pompe en 1925. Et c'est une université qui, bien qu'étant le produit du sionisme, a tout sauf adhéré aux idéaux du sionisme. A tout sauf adhéré au sionisme. Et pour citer une professeure d'une autre université, Anita Shapira, qui le dit de manière un peu modérée, eh bien, contrairement
à pratiquement toutes les autres universités des autres nations, qui ont été le combustible intellectuel et spirituel essentiel du mouvement national, que ce soit en France, en Italie, en Allemagne, partout, pratiquement, en Russie certainement, etc. etc. Ici, elle dit que l'université hébraïque à Jérusalem a joué un rôle très très secondaire dans le mouvement sioniste dans son ensemble. Il en va de même pour le mouvement travailliste, où le rôle de cette université était négligeable. Alors que dans les mouvements de libération nationale de beaucoup de pays européens, les universités jouaient un rôle très important dans leur renaissance du nationalisme et dans la diffusion. La diffusion de l'éthos national, du folklore national, de la culture, de la langue, etc., etc. La renaissance de la langue hébraïque et le développement de culture autonome du Yishuv s'est réalisé entièrement hors des murs de l'université. Comment est-ce que Anita Shapir elle explique? Eh bien, elle dit que l'université n'est pas devenue le catalyseur du mouvement de libération nationale, mais était un de ses succès, un des acquis de ce mouvement national. C'est-à-dire qu'ici, on allait à l'inverse. Les mouvements nationaux italiens, eh bien, ils étaient les résultats des universités de Padoue, de Florence, de Rome, etc., etc., etc. Ici, c'est au contraire, c'est l'université qui a été le résultat de la réussite, une des réussites du mouvement sioniste. Mais là, elle est très, elle est très modérée. Elle parle quand même en tant qu'universitaire parce que cela va véritablement beaucoup plus loin. Dans cette université, quelle était la langue qui était parlée entre les... C'était l'allemand. Jusque dans les années 50, la langue parlée dans les couloirs de l'université hébraïque de Jérusalem, c'était l'allemand. Pardon? Yeah. C'est un peu normal, hein, Ouais. ce que vous avez dit au sujet de la position de l'université. On a un narratif quand même assez particulier. Donc, ce soit les politiques et les partis politiques qui ont un peu fait, disons, qui étaient le tronc, et Tsahal aussi. On n'a pas du tout le même narratif que les Italiens, alors que les Français. Tout s'est tourné autour de la Sorbonne ou de l'université de Padoue, et nous, tout se tournait autour des champs de bataille. Alors, quelque part, les académiciens sont arrivés un peu après. Après, ils ont repris vraiment une place importante. Mais dans le début, le narratif, la base du narratif s'est fait un peu malgré eux, et tout à fait, ils étaient à l'écart. Ils n'étaient pas dans le coup, hein, pas du tout. Plutôt les généraux. Je vais juste effectivement, l'amour était réciproque. Oui, l'amour, mais même dans les années 30, l'éthos du nouveau juif, c'était tout sauf l'étudiant à l'université. Ça c'est clair. Le tsabar, c'était pas celui qui a la licence et la magistrature et qui a terminé ses études en philosophie, etc. Non. Au contraire, c'était le kibbutznik, qui peut-être était épris de culture, etc., mais quand il était libre de travail sur les champs. Parce que l'essentiel, c'était la défense, c'était la culture, c'était la conquête. C'était la conquête, c'était la Géoula, c'était pas l'université et le Luftmensch et le Luftgeschäften et ce juif pendu entre terre et ciel, c'était l'idéal du juif spirituel coupé de la matière de la galoute. Ici, on devait se rattacher à la terre.
Donc peut-être étudier la botanique, l'agronomie, l'irrigation, etc., mais certainement pas les sciences humanitaires, etc. Ça non, effectivement, c'est-à-dire le mépris, il était réciproque. Cela dit, dans les mouvements qui n'étaient pas sionistes, qui n'étaient pas travaillistes, vous aviez énormément d'étudiants de l'université hébraïque, les gens du Hetzel, ceux qui sont montés sur l'échafaud. Il y avait énormément de gens qui étudiaient. Feinstein étudiait là-bas. La Shayeret Alamedhei, la moitié des gens Shayeret Alamedhei qui sont allés délivrer, soutenir les Ishuim de Gush Etzion, ils étudiaient à l'université hébraïque. C'est-à-dire que véritablement, il y avait là-bas beaucoup de gens qui étaient très sionistes et qui étaient très éduqués, pas seulement en botanique, pas seulement en agriculture, mais aussi en langue, etc. Mais tout simplement, vous aviez des personnes comme Ben-Zion Netanyahu, comme professeur Klausner, comme beaucoup de personnes qui voulaient percer, mais qui pour des raisons politiques, on va y venir, n'ont pas eu accès à aucune position d'influence là-bas. Et eux, ils voulaient, et Ben Gurion les invitait sans cesse à jouer un rôle prépondérant dans l'œuvre sioniste. Mais ils ne voulaient pas. Et pourquoi ? Parce que pour eux, c'était une affaire de principe de ne pas être, comment ils appelaient, les troubadours du pouvoir sioniste. De ne pas être, vous comprenez, le second violon du troubadour. Au contraire, nous, on agit d'après l'éthos de l'université indépendante, de l'université qui est en opposition, de l'université qui, si vous voulez, elle peut être le roi philosophe, mais c'est à condition que vous nous donniez le pouvoir. Et pour nous, le pouvoir, on va voir ce que c'est. Ça n'a rien à voir avec le sionisme. Ken ? Oui. Vous dites effectivement que les sionistes étaient préoccupés de produire du pain, mais le problème, c'est qu'ils ont abandonné le débat idéologique au profit des intellectuels allemands. Et il faut parler de ces intellectuels allemands, de la responsabilité de ces intellectuels allemands. Il y a beaucoup à dire, et je crois qu'il n'y a pas encore de livre décrit. Il y a quelques livres, mais c'est bien de surprise. Ah, bon, il y a deux points qui me paraissent importants concernant ces intellectuels. C'est que eux considéraient que le pouvoir corrompt. C'est-à-dire qu'il fallait rester au niveau de l'idée. Et la deuxième chose, je pense, qui est importante aussi, c'est qu'ils étaient ils avaient en tête la symbiose, l'illusion de la symbiose judéo-allemande, et ils n'ont jamais fait le deuil de cette symbiose qui n'était qu'une illusion. Et je pense qu'ils sont toujours restés avec cet attachement enraciné vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis de l'allemand, et ils se sont un peu réfugiés dans un monde intellectuel, et ils se sont considérés comme étant vraiment supérieurs à tous et à toutes. Jusqu'en 60. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60 ? Il y a eu en 60, devant l'arrivée d'autres académiciens qui n'étaient pas allemands, on avait commencé les projets nazis. Les gens se détachaient petit à petit, la seconde génération se détachait de la culture allemande. Moi j'ai connu des gens, on parlait allemand à la maison, encore. Je connaissais les enfants, et les parents parlaient allemand à la maison. Et l'université hébraïque commençait à avoir. Je suis arrivée en 67, là-bas 68. Je n'ai pas senti cette germanisation que vous nommez. Je ne l'ai pas senti vraiment. Si vous voyez la liste des professeurs, l'origine rien que d'après les noms et d'après leur origine, vous verrez que même après, si je ne me trompe, si vous me corrigez si je me trompe, l'essentiel des professeurs sont d'origine allemande. Roumaine. Non, vous avez aussi une belle alliée roumaine. Cher de français. Mais je pense. Roumaine. Mais on a eu quelques généraux aussi, je sais, en relation à Madame Daniel, elle n'a pas été.
Le professeur Artabi, qui était général d'argent, Que vient faire Eliezer Voilà. de c'est des juristes comme Non, je pense pourquoi parce que moi ça m'intéresse parce que j'ai pas étudié ici en 67. J'ai fait en 68, donc ça m'intéresse là parce que ce que je le connais de livres. Je connais aussi de livres, donc là si vous me dites écoutez, moi j'ai étudié ici, j'ai ressenti quelque chose d'absolument différent, eh bien c'est grave. Le débat entre une réalité vécue et une réalité écrite, c'est bien la réalité vécue, je pense qu'elle prend quand même le dessus. C'est pour ça que pour moi c'est très intéressant, mais cela dit, on peut dire, bon, ceux qui étaient, bon, on va y venir, mais je pense les années 50, 60, avec Yaakov Talmon, avec Praver, avec Gershom Scholem, avec Leibovitch, avec toutes ces, on va y venir la prochaine fois. Là, je voudrais me limiter aux années 20 et aux années 30, 40 jusqu'en 48. Et dans ces années, ceux qui ont formé l'idéologie et le profil tant sociologique, professoral qu'idéologique de l'université, eh bien, c'était avant tout une personne, c'était Yehuda Leib Magnes. Yehuda Leib Magnes, qui a fait son alia en 1922. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il était pacifiste, et c'était très mal reçu chez les Juifs, parce que quand même, on est avant tout américain. Donc l'Amérique, elle est venue avec le Lusitania et est entrée en guerre, Première Guerre mondiale, donc il faut soutenir la guerre. Et là, il y avait Yehuda Magnes qui était contre. C'était une des raisons pour lesquelles il est parti en 1922 en Israël. D'où est-ce qu'il était originaire? Il était originaire de San Francisco. San Francisco, depuis ces années, c'était déjà un endroit où c'était un centre d'opposition au sionisme, et les congressmen, les rabbins réformés de San Francisco, eh bien déjà à l'époque ils étaient à la tête de l'opposition aux États-Unis, de l'opposition au sionisme. Il a étudié, Yehuda Leib Magnes, il a étudié au Hebrew Union College à Cincinnati. Il a été ordonné en tant que rabbin réformé. Il était entre autres aussi docteur. Et c'est ainsi que depuis 1922, après son alia, il a commencé à œuvrer pas seulement pour la création et la fondation de l'université hébraïque, mais à ce qu'elle soit formée de personnes qui pensent plus ou moins, qui émettent plus ou moins sur la même longueur d'onde que lui. Et quelle est cette longueur d'onde? C'est de dire deux choses essentielles. C'est que l'université, elle va être premièrement le porte-parole du cosmopolitisme juif. Première chose. Deuxième chose, elle va être fondée sur la compréhension que la source de notre réussite, la réussite du projet juif en Eretz Israël, ne tient pas du tout à la Aliyah, n'a aucun rapport avec la Aliyah, certainement pas avec les forces armées, etc. Mais la clé de la réussite, c'est l'entente judéo-arabe. Uniquement l'entente judéo-arabe. C'est-à-dire que c'est pas seulement la clé, c'est la condition de notre réussite. C'est-à-dire, si vous voulez, et c'est pour cela que cette université, elle doit
servir de pépinière de cosmopolitisme, d'universalisme, bien que c'est deux notions différentes, mais là je les emploie en tant que sionisme, pas à la manière de Manitou, d'un côté, et d'autre côté, de pépinière, de laboratoire d'entente judéo-arabe. C'est un État binational. Pardon? C'est un État binational. C'est un État quoi? Binational. Binational, bien entendu. C'est-à-dire que quand vous écoutez Hugo Bergman, qui est aussi un des élèves de Martin Buber, beaucoup de ses élèves font leur aliyah et s'intègrent immédiatement à l'université hébraïque. Eh bien, Hugo Bergman, il dit que l'État qu'on va fonder va être un État modèle. En quoi est-ce qu'il va être un État modèle? En cela que sa majorité nationale ne va avoir aucune conséquence au niveau politique et au niveau juridique, au niveau des droits. C'est-à-dire le fait que je forme ici 60, 70 ou 80% de la population ne va me donner aucun avantage, rien, sur les 20%, 30% de la population arabe qui habite avec moi. Vous comprenez? Et ça, c'est celui qui le dit, Hugo Bergman. C'est-à-dire, en d'autres termes, il veut absolument neutraliser la dimension politique de la démographie. Il veut neutraliser, il veut désamorcer la portée au niveau pouvoir de données objectives. Que ce soit au niveau étatique, au niveau démographique, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire, il voulait, c'est pas pour rien que j'ai commencé par présenter la position utopique de Martin Buber au début de notre rencontre. Parce que véritablement, ils veulent ici créer une utopie. Un État qui n'existe nulle part ailleurs. Qui ne peut même pas être appelé État. Et surtout pas démocratie. Et bien entendu, parce qu'une démocratie, c'est la majorité. C'est la majorité, c'est-à-dire que quand on dit aujourd'hui, au niveau individuel, ils ont tous les droits, mais au niveau collectif, c'est seulement le peuple juif qui a tous les droits. Ça, c'est la position sioniste traditionnelle, standard. Au niveau collectif, c'est les droits des juifs, c'est-à-dire la langue officielle, avant tout, c'est l'hébreu, les signes, le hymne, c'est l'hébreu, le droit de retour, c'est pour les juifs, etc., etc., etc. Maintenant, tous les autres minorités ont des droits au niveau individuel, mais pas au niveau collectif. C'est une chose que quand on va le voir, eh bien, Yaakov Talmon l'appelle la dictature démocratique, le totalitarisme démocratique. Pardon? Vous avez étudié chez lui? Vous avez? Je suis sortie du cours. Ah, c'est mode manienne, parce que moi j'étudie, enfin, pas chez lui, non. Mais chez d'autres personnes. Mais vous comprenez? C'est-à-dire, non, effectivement pas. Démocratie, oui, à condition qu'elle soit absolument libérale. C'est-à-dire qu'elle soit aveugle au caractère national, l'état de ses citoyens. Vous êtes individu. Ce qui m'intéresse, c'est votre nom, prénom, et ni nationalité, ni religion, shum davar. Uniquement votre individualité. C'est-à-dire un État visionnaire est par définition un État totalitaire, un État fasciste. Un État service, comme on l'appelle. Un État qui est là, qui est moyen, qui essaie uniquement d'être un moyen, un instrument à la poursuite chacun de son bonheur, quel qu'il soit. Ça, c'est un État qui est tolérable. Pas désirable, mais tolérable. S'il nous a imposé. Le mieux, c'est sans État. Le mieux, c'est sans État. On va le voir. Le mieux, c'est d'être dirigé par les autres. Parce que être dirigé par des juifs, diriger, c'est un oxymoron, c'est une contradiction en termes. On va y venir un peu plus tard. Maintenant. Pardon? Maintenant, donc là, et c'est la position qu'inculque Yehuda Leib Magnus, qui est recteur, chancelier, puis président de l'université de 1925 jusqu'en 1948.
jusqu'en 1948, comptez combien d'ans? Ça fait 23-24 ans. Vous imaginez ça? Et il se voit maintenant, vous comprenez? Le Yishuv, dans les années 20, dans les années 30, pourquoi il combat? Pour la reconnaissance, pour être reconnu, ne serait-ce qu'en tant que représentant des habitants juifs d'Eretz Israël, pour avoir son crédit défendable devant les Britanniques, les Américains, les instances internationales, pour pouvoir parler au nom des Juifs. Maintenant, il arrive ici, un Yehuda Leib Magnus, il dit non, on ne les reconnaît pas. Pas seulement en tant que représentant du peuple juif, ça il n'en est même pas question. En tant que représentant de la population juive d'Eretz Israël, on ne les reconnaît pas. C'est nous les représentants. C'est vous les représentants. Quel est votre journal? Sheifoteinu, Haner. Combien il a d'abonnés? Combien il a d'abonnés, votre journal? Comptez combien il y a de membres du Segel Academy. Comment on dit Segel Academy? Le corps professoral, et vous obtiendrez le nombre d'abonnés. C'est-à-dire, dans les années, environ 200. D'après ce que je me rappelle, environ quelques centaines, 200, plus ou moins 200. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est plus ou moins le nombre de membres de Brit Shalom, de 1925-26 jusqu'aux années 30, et ensuite de Ichoud, fondé en 1942, qui est un peu le continuateur de Brit Shalom. C'est le nombre c'est le nombre d'abonnés. C'est-à-dire, c'est une université qui, d'un côté, se marginalise, mais qui voit dans cette marginalité un signe de supériorité, un signe véritablement, de... Son splendide isolement. Oui, total. Un signe de supériorité intellectuelle, nous ne nous laissons pas emporter par la vague nationaliste. Parce que quand il y a plus qu'état d'urgence, quand Buber fait son alia en mars 1938, jusqu'en 1938, je ne sais pas s'il a entendu parler des lois du Nuremberg, je ne sais pas s'il a entendu parler des SA, des fascistes, des nazis, pardon, etc. Je ne sais pas s'il a entendu parler. Parce qu'il est là, à Francfort, dans son séminaire, à traduire la Bible en allemand, à essayer d'éduquer. Je dois vous dire, le premier livre sur le judaïsme que j'ai lu, c'était les conférences de Buber. C'était un livre, je suis allé au salon du livre à Genève, j'ai refait un livre sur le judaïsme et j'ai trouvé un truc génial, ça s'appelait Judaïsme. Judaïsme, je crois, 18 conférences de Martin Buber données à Francfort dans les années 30. J'y comprenais rien, j'avais 18 ans. Évidemment, j'ai rien compris, mais ça m'a emballé. Parce que, je sais pas, parce que c'était haut, c'était élevé, c'était quelque chose de profond. J'ai rien compris, encore une fois. Enfin, j'ai souligné, j'ai ressouligné, j'ai relu peut-être après la 5e lecture, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Mais j'ai commencé à étudier Martin Buber avant de savoir ce que c'était la paracha de Shavuot. Mais pourquoi? Parce que c'était philosophique, c'était quelque chose, c'était édité, c'était joli, c'était un langage auquel on a été habitué à l'université, ou je ne sais pas trop, je comprends que que ça accrochait, ça séduisait. C'est les juifs allemands qui étaient contre le nationalisme juif, entre guillemets, oui. Étaient les premiers nationalistes allemands. En fait. En 1914, c'était les pan-germanistes. Top. Aaron? Et alors, toute cette génération qui a étudié à l'université hébraïque, sous Baglès et tout ça, cette génération, oui. Qu'est-ce qui est influencé? Est-ce que la question est combien ils ont influencé? Bien sûr qu'ils ont beaucoup influencé, on va en parler. Parce que finalement, le Shomer HaTzaïr, il était pour l'État binational. D'où est-ce qu'il vient le Shomer HaTzaïr?
Il a été fondé à Vienne, 1916. Il est venu en Israël en 1920. Ils étaient pour un État binational. Vous comprenez? Maintenant, Betzalel HaChadasha, fondé en 1935, pas la Betzalel de Boris Schatz, mais de 1935, on va en parler. Ils ont mis de côté tous les Hanouka, toutes les sources juives, pour ne laisser que le judaïsme cosmopolite. Par qui ils ont été éduqués, où est-ce qu'ils ont été par cette université, mais plus que cela. Ensuite, regardez l'influence du professeur Leibovitch. Si vous demandez pour des questions, etc., qui est-ce qui a éduqué, qui est-ce qui a formé toute la nouvelle garde, je ne sais pas, la vieille garde, Shalom Arshav, etc., etc. Ils disent quel est le prophète? C'est lui. C'est lui, c'est pas seulement lui. Il y en a beaucoup d'autres. Vous écoutez professeur Ernst Simon, aussi un des élèves les plus assidus de Martin Buber, qui dit quelle est votre date le plus grande du calendrier juif? Qu'est-ce qu'il dit? Tisha B'Av. C'est la date essentielle du calendrier juif. Pas avec un signe négatif, mais avec un accent positif. Pourquoi? Parce que c'est la date à laquelle on a prouvé que l'existence purement spirituelle est quelque chose de concevable et de possible, sans État, sans pouvoir, sans police, sans armée. Mais avec quelle spiritualité? Vous imaginez? C'est lui qui essayait d'éviter la fête de Purim en essayant de se trouver dans les Prazot pendant que c'était les Moukafim, et dans les Moukafim quand c'était les Prazot. Vous comprenez? Halachiquement, c'est très difficile, je ne sais pas, mais itzliach. Pour ne pas fêter Purim. Ou Bebiza lo shalchu et yadam. Vous comprenez? Donc c'était toute une vision effectivement pacifiste, mais maintenant c'est une vision qui est dangereuse, parce que je vais vous citer quelque chose. Maintenant, Buber, il fait son alia en 1938. Il fonde immédiatement la Ligue judéo-arabe de rapprochement et de coopération. Et puis, lorsque le mouvement ici se mobilise contre le mandat britannique, pour la mobilisation dans les pour l'Aliyah, pour le renforcement, etc., pour l'État juif, en fait, finalement, ouvertement, on parle d'État juif, etc., Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à cela? Il nous est interdit d'établir notre propre égoïsme national. Même en temps de crise, ceux qui se conduisent de cette manière accomplissent les actes, écoutez bien, c'est quelque chose de si dangereux, accomplissent les actes d'Hitler en terre d'Israël. Ils veulent servir le Dieu d'Hitler une fois qu'on lui a donné un nom hébraïque. Vous comprenez? Ça, c'est ce qui est dit en Eretz Israël en 1942. Vous comprenez? Non, 1939, en 1939. Après, en août 1939, il attaque encore une fois l'organisation sioniste qui essaye d'amener des Juifs en Palestine sans l'accord des Arabes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la théorie d'Hitler et le service, le culte de la force qui va triompher, mais les enseignements du prophète d'Israël. En 1929, il y a les émeutes, il y a les pogroms arabes. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Il est légitime, parce qu'on ne leur a pas demandé leur accord avant de faire la aliyah. Et Ben Gurion de lui répondre, Slicha, professeur Buber, et toi tu leur as demandé leur accord?
Toi, Magnus, tu leur as demandé leur accord pour construire ton université? À l'université Zebeseder, il y a des... Pardon? Givatram est sur un terrain très contesté. נכון, בסדר, גבעת רם, איך שאלת אותם? Ou bien quand il s'agit de toi, Zebesed, quand il s'agit de porteurs d'universalisme Zebesed, quand il s'agit de porteurs de nationalisme, alors là, on peut leur envoyer les pogromchiks. Vous comprenez? C'est pas facile, c'est une position maintenant. Maintenant, on ne s'arrête pas ici. On s'arrête pas là. En 1900, dans les années 40, en 42, est fondée l'organisation Ichud, Union, qui est le descendant quelque part, le continuateur de Brit Shalom. Quelle est leur position? Le livre blanc. Pas le premier, de 1922, pas le deuxième, Passfield, de 1930, le troisième de MacDonald, de 1939, qui interdit l'achat de terre, qui limite à 15 000 par an l'alia des Juifs, et qui interdit la poursuite de l'indépendance juive, de souveraineté juive. Eux, ils sont là pour donner un cachet de cacheroute juif à ce livre blanc. Il dit, si l'État, le prix de l'État, est-ce que l'État juif est d'une importance qui justifie la guerre? C'est ce qu'il dit Magnus. Ma réponse est non, avec un point d'exclamation. Parce que la guerre va détruire la population juive ici. Pas parce que physiquement ça va détruire. Ne pensez pas ainsi. Non, pas physiquement. Non, c'est pas la destruction dont il parle. Parce que ça va entraîner tellement de haine qui ne pourrait pas être atténuée pendant des générations, qui ne pourrait pas être éteinte de des générations. Donc c'est pour ça qu'il faut sacrifier l'État, parce que l'État va nous pervertir. L'État amène à la haine. Parce que le résultat, l'État qui va en être le produit, ne sera pas un État juif, mais un État païen. Pourquoi? Parce qu'il sera État. Parce que État pour les Juifs, c'est Avoda Zara. Ils disent le nationalisme, c'est Chukot HaGoïm. Et c'est là qu'ils rejoignent, effectivement, c'est un front de refus, où Magnus, de pair avec, pas tous, les Haredim ont combattu la majorité, comme tout le monde, dans la guerre d'indépendance. C'est-à-dire, il ne faut pas, etc. Il y a un livre qui vient de sortir, de Moshe Ehrenwald, qui est sur cette chose, des choses sidérantes, il dit là-bas. Les Haredim ont combattu. Chaval Azman ont combattu, comme tout le monde. Ceux qui demandaient avant tout les libérations du service, vous savez qui c'est? Les enseignements de l'université hébraïque. Ça, on ne prend pas garde de le mentionner quand on parle du débat sur la mobilisation, etc., etc. Mais déjà à l'époque, ceux qui étaient les plus, les plus virulents contre la mobilisation, c'était, on va parler, Bezrat Hashem, dans une semaine, de celui qui est devenu l'avocat Zichroni, qui était le premier objecteur de conscience. Il était le premier objecteur de conscience qui a eu la totale, le total soutien de Buber, de Bergman, de Rothenstreich, de toute l'université hébraïque. C'était en 1953. Bon, ensuite, il est devenu une autre personne, il a changé de vue complètement, mais à l'époque, c'était le premier objecteur de conscience.
1959. Ça, on va en parler maintenant. Et c'est pour ça que quand la commission, la United Nations Committee on Palestine, qui se rassemble pour décider de l'avenir, eh bien, il y a une commission, il y a des représentants de l'université hébraïque qui viennent les voir, qui disent nous sommes contre l'État. Ou si vous voulez un État, eh bien, il doit être binational. Il doit être binational. Et après que le vote soit passé, Yehuda Leib Magnus, après le vote du 29 novembre, il part avec une délégation à New York pour essayer de contrecarrer la décision sur le partage. Et ensuite, il reste là-bas. Il est mort là-bas. Il décède pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est la Shayeret Einchet. C'est la Shayeret, comment dire, les professeurs, pardon, le convoi qui a été attaqué, qui partait à Aratzofim, qui traversait Sheikh Jarrah et qui ont été complètement brûlés par les Arabes avec des professeurs, avec des enseignants, avec des sœurs, avec des nourrices, avec tout ce que vous voulez. 78 personnes qui ont péri, brûlées vives devant les yeux des Britanniques qui n'intervenaient pas. Et lui, il a appris ça. Alors bon, ça c'était aussi un coup très difficile. Il n'est pas revenu. Il est décédé en 48 aux États-Unis. Mais là, on voit que à la position de l'université hébraïque, il y avait deux raisons essentielles. Il y avait une raison très mondaine, c'est qu'elle obtenait son argent des juifs américains essentiellement non sionistes, à commencer par Otto Warburg, un banquier, etc., qui était antisioniste. Alors, je suis prêt à donner à l'université à condition qu'elle soit fidèle à ses positions antisionistes. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, parce que c'était une idéologie qui voyait dans le politique, dans le pouvoir juif, un danger. Et qui se voyait comme une alternative idéologique à part entière qui essayait de réorienter complètement la direction du mouvement sioniste, comme le disait Buber déjà à l'époque, une phrase fantastique. Il disait: il n'y a pas de problème arabe. Il n'y a pas de problème arabe. Il n'y a pas de question arabe. La question arabe, c'est véritablement une question juive. C'est la seule définition de l'être juif, c'est la manière dont on se rapporte dont on se comporte avec notre minorité, qui est arabe en l'occurrence. Vous comprenez? Donc, ce qui nous définit en tant que juifs, c'est pas savoir se tenir, se défendre, etc. C'est notre rapport à ceux ils n'étaient pas encore une minorité, on était à l'époque même pas 30%, mais ceux qui peut-être un jour deviendront une minorité, c'est-à-dire les Arabes. Vous comprenez? C'est ce qui nous définit en tant que juifs. Et eux, on doit les intégrer dans notre âme, etc., etc. C'est bon, on va en parler. Mais, pardon. Mais c'est une chose, vous comprenez, et c'est pour ça qu'effectivement l'université hébraïque, premier round, effectivement, c'était à jouer un rôle unique par rapport à toutes les autres universités dans le mouvement sioniste, mais qui était une position qui finalement nous donne une image plus complexe de la réalité, parce que véritablement tout ce qui a été acquis dans le monde juif et dans le monde sioniste, entre autres, a été acquis pas, sur du beurre, mais dans le combat. Dans le combat où on devait combattre, etc. Et sans comprendre cela, sans citer Martin Buber, dont on est tous épris de son génie, etc. Sans comprendre cela, on ne peut pas comprendre aujourd'hui la réalité
israélienne, la réalité juive, avec le BDS, avec les NGO, avec la position des universités qui sont les fournisseurs essentiels des raisons de boycotter, etc. Vous ne comprenez pas cette réalité si vous n'en envoyez pas la source. Si vous ne voyez pas la source, et pour parler de Hanouka, si vous ne comprenez pas qu'au centre de Jérusalem, vous avez là le bastion, la Chakra, vous avez les universités grecques qui sont là, avec les hellénisants, vous comprenez? Cela est ici en plein milieu, vous comprenez? C'est très difficile de comprendre cette réalité si on ne voit pas des exemples historiques. Il n'y a aucune opposition dans cette université? Il y avait Ben Gurion, Weizmann en partie, et aujourd'hui, ça fait des décennies qu'on en parle, et effectivement, c'est un défi à relever. Il ne l'est pas encore suffisamment, mais oui, il faut relever. Il y a... ça peut être les yeshivot, mais les yeshivot à portée nationale et pas seulement uniquement particulière. Et oui, mais à l'époque, l'université était perçue comme impertinente, comme marginale, bien que Ben Gurion, Katzenelson, Weizmann, etc., et Jabotinsky, ils ressentaient que c'était très très dangereux. Mais écoutez, il y avait d'autres défis à relever. Il y avait d'autres choses à faire. Ceux-là, ils étaient financés. Ils se libéraient de tous les besoins du peuple juif en s'occupant d'utopie et de publier leurs écrits en allemand et de faire l'impression sur leurs collègues du monde entier. Alors ils avaient tout leur temps, tout leur loisir, vous comprenez? Et nous, les autres, qui étaient préoccupés véritablement par le salut de leur peuple, ils n'avaient pas que de ça à s'occuper. טוב, בעזרת השם, נמשיך שבוע הבא.